Comme l'a dit Homère dans l'Iliade, du combat, seuls les lâches s'écartent. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Si nombreux sont les passages de la saga oubliés dans les films, nombreux sont également ceux modifiés pour le bien de l'adaptation cinématographique. Ce qui se révèle être parfois très décevant pour les lecteurs et assez malheureux pour les spectateurs qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils ratent. Mais si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis là pour y remédier. C'est pourquoi ce soir j'ai décidé de rétablir la vérité sur un chapitre que j'adore et que j'aurais bien aimé voir dans son intégralité dans le film. Je parle bien entendu de la confrontation opposant Dumbledore à Voldemort. Allez, installez-vous confortablement, préparez de quoi boire et grignoter, pensez à vous abonner et lancez votre plus bel expecto patro-like pour m'encourager à vous apporter toujours plus de vidéos sur le monde des sorciers. C'est parti pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé dans le chapitre 36 de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais avant de continuer, je tiens à vous informer qu'un changement, ou plutôt un ajout s'opère sur la chaîne. Suite aux nombreuses démonétisations de mes vidéos et aux revenus extrêmement faibles que je perçois sur YouTube, je suis totalement à perte. Eh bien oui, vous n'êtes pas sans savoir que créer des vidéos demande du temps et de l'argent. Mais heureusement pour ma personne, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir m'apporter un petit coup de pouce financier pour la création des vidéos afin de faire perdurer la magie sur cette chaîne. Sachez que je vous en suis très reconnaissante, puisque certains souhaitent devenir le Harry de mon Ron, ou autrement dit les bienfaiteurs de cette chaîne magique, j'ouvre officiellement les abonnements. Pour chaque euro reversé, vous recevrez un bonus. Ce bonus sera à la hauteur de vos donations. Eh bien oui, ici, c'est du donnant-donnant. Comprenez par là que vous obtiendrez certains privilèges sur la chaîne et que du contenu exclusif sera offert. Quand je dis exclusif, cela veut dire qu'il ne sera pas en libre service. Pas mal, non? Si vous souhaitez contribuer à la prospérité de cette chaîne, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Ah oui, et si vous ne souhaitez pas passer par les abonnements YouTube, il est également possible de m'apporter votre aide sur Tipeee. Les avantages sont identiques à l'exception des badges et emojis. Merci d'avance pour votre aide inestimable. Il faut bien garder en tête qu'avant l'arrivée de Voldemort au ministère de la magie et de l'affrontement qui s'ensuit, il se passe énormément de choses. Si je vous ai déjà raconté ce qu'il se passe au département des mystères jusqu'au décès prématuré de Sirius, eh bien je ne vous ai pas encore raconté ce qu'il se passe juste après. Et ce sera là notre point de départ. À ce moment précis de l'histoire, même si la grande majorité des Mange-Morts est interceptée par les membres de l'Ordre du Phénix et immobilisée par Dumbledore, la victoire n'en est pas moins amère. Comprenez que tous les membres de l'Ordre ne s'en sont pas sortis indemnes. Alors qu'Alastor Maugret tente de réanimer Nymphadora Tonks, Harry, de son côté, est sous le choc. Il se rend compte après un déni passager que Rémus Lupin, qui le maintient pour ne pas qu'il s'approche de l'arcade, lui dit la vérité. Son parrain est mort et ne reviendra jamais de derrière l'arcade. Harry est complètement anéanti par ce constat. Mais la tristesse n'est que de courte durée avant qu'une colère intense ne pointe en lui le bout de son nez. Eh bien oui, voir Bellatrix glisser entre les mains de Kingsley et Dumbledore et s'enfuir à si bon compte le submerge de rage. Il n'a qu'une idée en tête en la regardant remonter les gradins. La tuer comme elle a tué Sirius. Et c'est là que commence la course-poursuite. Il se dégage de la prise de Rémus et court après la mange-mort. Il est tellement obnubilé par sa vengeance qu'il n'entend pas les cris derrière lui qui tentent très probablement de le dissuader. Il veut tellement en découdre avec elle qu'il la poursuit à travers les autres salles du département des mystères. Bien évidemment, en se rendant compte qu'elle est suivie, Bellatrix riposte. Elle balance un sort par-dessus son épaule et renverse une des cuves se trouvant dans la salle des cerveaux pour ralentir son poursuivant. Mais Harry est vif
Et surtout, il sait très bien ce que contiennent ces cuves à l'odeur nauséabonde. De fait, il lance un sort de lévitation sur les cerveaux avant que ces derniers ne s'en prennent à lui comme ils s'en sont pris à Ron. Il n'a pas de temps à perdre et poursuit Bellatrix du mieux qu'il peut sur le sol devenu complètement glissant et poisseux. Il saute par-dessus Luna qui est étendue sur le sol, passe sans s'arrêter devant Ginny, dépasse Ron et Hermione tous deux dans des états critiques et finit par arriver dans la salle circulaire du département des mystères, l'entrée principale du département si vous préférez. Et là, il voit Bellatrix sortir du département et regagner le couloir qui conduit aux ascenseurs. Mais le problème, c'est que bien avant qu'il n'atteigne la porte, elle se claque et le mur se met à tourner sur lui-même comme à l'accoutumée. Harry a les nerfs à vif. Dans le désespoir, il demande en hurlant au ciel ou à lui-même allez savoir où se trouve la sortie. Et miracle, le mur circulaire s'arrête net et ouvre une porte derrière Harry comme si la salle avait compris sa demande. Immanquablement, le couloir où se trouvait Bellatrix quelques instants auparavant est complètement vide. Seul le bruit métallique des cabines d'ascenseur lui indique que cette dernière est remontée vers l'atrium et se dirige vers la cabine téléphonique pour sortir du ministère de la magie. Il se rue alors dans un des ascenseurs et remonte aussi vite que possible pour la rejoindre. Alors, pour rappel, l'atrium c'est la zone d'accueil qui sert de point d'entrée et de sortie au ministère de la magie. C'est un gigantesque hall qui comporte à sa droite et à sa gauche de nombreuses cheminées au manteau doré et qui possède en son centre une fontaine. Cette dernière est agrémentée de plusieurs statues d'or. Et voici comment Harry la décrit. Au milieu du hall s'élevait une fontaine. Des statues d'or plus grandes que nature occupaient le centre d'un bassin circulaire. La plus haute de toutes représentait un sorcier de noble apparence. Sa baguette magique pointait vers le ciel. Il était entouré d'une sorcière d'une grande beauté, d'un centaure, d'un gobelin et d'un elfe de maison. Ces trois derniers contemplaient les deux humains avec adoration. Des jets d'eau étincelants jaillissaient de la baguette magique du sorcier et de la sorcière, de la flèche du centaure, du chapeau pointu du gobelin et des oreilles de l'elfe de maison. Cette fontaine s'appelle la fontaine de la fraternité magique et a une place prédominante pour la suite. Oui, parce que vous pensez bien, je n'allais pas vous décrire la fontaine par amour architectural. C'est parce qu'elle va servir à plusieurs reprises. Maintenant, revenons à Harry. Inévitablement, quand Harry se met à courir dans l'atrium pour poursuivre Bellatrix, cette dernière se rend encore une fois très vite compte qu'on la poursuit. Comme je vous l'ai dit, l'endroit est immense et de fait, les bruits de pas retentissent dans toute la salle. L'écho est infernal. C'est très compliqué de ne pas se faire repérer. Elle jette alors un coup d'œil par-dessus son épaule et constate qu'il s'agit de Harry, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le Gryffondor, car en découvrant la véritable identité de son poursuivant, Bellatrix change ses plans et ouvre les hostilités. Si dans un premier temps elle le loupe parce que dans la hâte, elle lui balance un sort par-dessus son épaule et que fatalement ce dernier a le temps de plonger derrière la fontaine pour éviter le sort, dans un second, elle passe à la vitesse supérieure. Bellatrix s'arrête net dans sa course et compte bien affronter Harry, car non seulement cela lui permettra de récupérer la prophétie, mais cela lui donne également l'occasion de le massacrer avant de le livrer à son maître. Et pour y arriver, rien de mieux que de le provoquer. « Je croyais que tu étais là pour venger mon cher cousin. »« Oui, c'est pour ça que je suis là, » hurla Harry. « Ah, fallait-il que tu l'aimes, bébé Potter ?» Une haine telle qu'il n'en avait jamais ressentie auparavant monta en lui. Il bondit hors de sa cachette et lança « Andoloris !» Pour la première fois de sa vie, Harry lance un sortilège impardonnable. Il faut comprendre qu'il est à bout de nerfs. Cependant, la haine ne suffit pas à lancer un sortilège Doloris efficace. Si le sortilège pousse brutalement Bellatrix au sol, son effet est plus que réduit et facilement annulable. La preuve en est qu'à peine un instant plus tard, Bellatrix, le souffle court, est à nouveau debout et ne se contorsionne pas de douleur comme cela devrait être le cas. Harry a à peine le temps de se cacher une nouvelle fois derrière la fontaine que Bellatrix riposte et lance un antisort tellement puissant qu'il vient littéralement décapiter non pas Harry, je vous rassure, mais la statue du sorcier se trouvant au centre de la fontaine. Sa tête est propulsée à plus de 5 mètres de là où se cache Harry. C'est que Bellatrix ne rigole plus du tout. Même si elle se rend bien compte que Harry est novice en la matière, il vient tout de même de lui balancer un sortilège impardonnable. Et voici ce qu'elle lui dit.
Il faut vraiment vouloir la souffrance de l'autre, Potter, et y prendre plaisir. La juste et sainte colère n'aura pas beaucoup d'effet sur moi. Laisse-moi te montrer comment faire, d'accord? Je vais te donner une leçon. Malheureusement pour Harry, parmi tous les maléfices existants qu'il pouvait balancer à Bellatrix, il a choisi un des pires, mais également celui dans lequel Bellatrix excelle en la matière. C'est son terrain de jeu. Et ça, elle veut le faire comprendre à Harry. Elle lui lance à son tour un sortilège de Loris, qui se fracasse contre la fontaine, puisque le jeune sorcier se protège à nouveau derrière cette dernière pour éviter de se prendre le sortilège de plein fouet. Cette fois-ci, c'est le centaure qui trinque. Son bras tenant l'arc est sectionné et s'écrase tout près de la tête du sorcier. Pendant que Bellatrix cherche un bon angle de tir, Harry contourne la fontaine et s'éloigne au maximum de sa personne. Il se positionne juste derrière les jambes du centaure et place sa tête à hauteur de celle de l'elfe pour avoir Bellatrix dans sa ligne de mire. Évidemment, cette dernière étant dos à Harry ne se rend compte de rien. Tout en continuant à le chercher de l'autre côté de la fontaine, elle tente de le déstabiliser pour l'intercepter. Elle lui raconte notamment que c'est Lord Voldemort en personne qui lui a appris à maîtriser les arts obscurs, et que de fait, elle connaît un paquet de sorts d'une puissance telle qu'il n'a aucune chance de pouvoir rivaliser avec elle. Si cela aurait pu faire frissonner certains membres de l'armée de Dumbledore, sachez que Harry n'est absolument pas impressionné. En réponse à ces menaces, il se glisse derrière la statue du gobelin et lui lance un sort de stupéfiction. Cependant, Bellatrix est une excellente sorcière, même de dos. Elle part le sort de Harry avec une telle rapidité qu'il a à peine le temps de se baisser derrière la fontaine que son stupéfixe lui est renvoyé et explose l'oreille du gobelin derrière lequel il est caché. Et c'est là que les choses se corsent. « Potter, je vais te laisser une chance » cria Bellatrix. « Donne-moi la prophétie, fais-la rouler vers moi et je t'accorderai peut-être la vie sauve. Dans ce cas, vous allez devoir me tuer parce que la prophétie n'existe plus, rugit Harry. » Une douleur aiguë lui traversa le front. Sa cicatrice était à nouveau en feu et il sentait monter en lui une fureur qui n'avait rien à voir avec sa propre rage. « Et il sait !» ajouta Harry avec un rire démentiel digne de Bellatrix. « Votre cher vieux copain Voldemort sait que la prophétie n'existe plus. Il ne va pas être très content de vous, j'imagine. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria-t-elle. Pour la première fois, il y avait de la peur dans sa voix. « La prophétie s'est cassée pendant que j'essayais d'aider Neville à remonter les gradins. À votre avis, qu'est-ce que Voldemort va dire de ça ?» Sa cicatrice le brûlait. La douleur était telle que ses yeux se remplissaient de larmes. « Menteur !» vociféra-t-elle, mais une véritable terreur perçait derrière sa colère à présent. « Tu l'as encore, Potter, et tu vas me la donner. Actio prophétie !»« Actio prophétie !» Harry éclata à nouveau d'un grand rire destiné à la rendre folle de rage. La douleur s'était intensifiée. Sa tête semblait sur le point d'exploser. Il agita sa main vide derrière le gobelin à l'oreille cassée et la retira très vite alors qu'elle dirigeait sur lui un autre jet de lumière verte. « Rien dans ma main » cria Harry. « On ne peut rien me prendre du tout. Elle s'est cassée et personne n'a entendu ce qu'elle disait. Vous pourrez raconter ça à votre patron. »« Non » s'égosilla-t-elle. « Ce n'est pas vrai, tu mens. Maître, j'ai essayé, ne me punissez pas. » « Inutile de gaspiller votre salive » s'écria Harry. Il ferma les yeux, luttant contre une douleur plus terrible que jamais. « Il ne peut pas vous entendre d'ici. »« Vraiment, Potter ?» dit alors une voix aiguë et glacée. Harry rouvrit les yeux, grand, mince, un capuchon noir sur la tête, son terrible visage de serpent blafard et émacié, ses yeux rouges aux pupilles étroites fixés sur lui. Lord Voldemort venait d'apparaître au milieu du hall, sa baguette pointée sur Harry qui était figé de stupeur, incapable de faire un geste. « Ainsi, tu as brisé ma prophétie » dit Voldemort à mi-voix, ses yeux rouges au regard implacable rivés sur Harry. Non, Bella, il ne ment pas. Je vois la vérité dans son esprit méprisable. Des mois de préparation, des mois d'efforts, et mes mange-morts, une fois de plus, ont permis à Harry Potter de contrarier mes plans. Tais-toi, coupa Voldemort d'un ton menaçant. Je m'occuperai de toi tout à l'heure. Crois-tu donc que je suis venu au ministère de la magie pour t'entendre pleurnicher des excuses ? Je n'ai rien de plus à te dire, Potter, reprit-il à voix basse. Tu m'as exaspéré trop souvent et trop longtemps. Avada Kedavra ! Pour tout vous dire, Harry aurait vraiment pu mourir à ce moment-là. L'esprit vide et les bras ballants, il était vraiment dans un état de sidération. Sans parler que sa tête est sur le point d'exploser. Impossible pour lui d'être réactif. Oui, il aurait pu mourir si Albus Dumbledore n'était pas intervenu et qu'il n'avait pas animé la statue du sorcier décapité pour servir de bouclier à Harry, faisant ainsi rebondir le sortilège de la mort.
Et c'est maintenant que commence la confrontation entre Dumbledore et Voldemort. C'est que cette interruption inopinée de la part de Dumbledore enrage Lord Voldemort. En représailles, il lui lance un sortilège de la mort. Mais malgré son âge avancé, Dumbledore est d'une vivacité sans égale. Il disparaît dans le tourbillon de sa cape de sorcier et réapparaît juste derrière Voldemort avant d'animer le reste des statues de la fontaine. Je vous avais bien dit qu'elles auraient de l'importance pour la suite. La statue de la jolie sorcière se rue sur Bellatrix et la plaque au sol sans que cette dernière ne puisse y faire quoi que ce soit. Comprenez bien que quand je dis que Bellatrix ne peut rien y faire, ce n'est pas qu'elle reste passive, bien au contraire. Elle tente de riposter et bombarde de sortilèges la statue, mais en vain, car celle-ci est immunisée contre ses sorts. Alors que Bellatrix est immobilisée au sol par la statue de la sorcière, l'elfe, le gobelin et le centaure tentent un assaut. Si les deux premiers se dirigent vers les cheminées aménagées le long des murs, le centaure se rue sur Voldemort. Mais avant qu'il ne l'atteigne, ce dernier se volatilise et réapparaît à proximité de la fontaine. Pendant que le centaure change de trajectoire pour poursuivre Voldemort, Albus Dumbledore, de son côté, marche également en direction du mage noir. Il lui fait bien comprendre que son choix de venir au ministère de la magie était une grave erreur, puisque les aurores et les autorités sont prévenues et en chemin. Mais pour Voldemort, il ne s'agit là que d'un tout petit contretemps, car de son point de vue, il sera parti bien avant qu'ils arrivent. Et surtout, il aura bien le temps de tuer Albus Dumbledore avant de s'en aller, ce qu'il conclut par un sortilège de la mort. Mais encore une fois, il rate sa cible. Et pendant que son sortilège mortel atteint le bureau du sorcier vigile dans le fond du hall et l'enflamme, Albus Dumbledore riposte. Bien qu'inconnu à notre répertoire de sortilèges, son sort est d'une puissance telle que même si Harry est protégé par la statue du sorcier décapité, ses cheveux se dressent sur sa tête rien qu'en sentant son souffle. Pour faire dévier le sortilège, Lord Voldemort fait apparaître un bouclier d'argent. Et si le choc entre les deux ne crée a priori aucune détérioration visible, elle laisse cependant imaginer le pire en laissant transparaître un son grave et glaçant semblable à un gong. Cependant, malgré la force du sortilège, Voldemort semble surpris et voici ce qu'il dit. « Tu ne cherches pas à me tuer, Dumbledore ?» lança Voldemort, ses yeux écarlates au-dessus du bouclier. « Tu ne t'abaisses pas à de telles brutalités, n'est-ce pas ? Nous savons tous les deux qu'il existe d'autres moyens de détruire un homme, Tom, » répondit Dumbledore toujours aussi calme. Il continuait d'avancer vers Voldemort comme s'il n'éprouvait pas la moindre peur, comme si rien ne s'était passé qui pût interrompre sa marche à travers le hall. « Me contenter de prendre ta vie ne me satisferait pas, je l'avoue. Il n'y a rien de pire que la mort, Dumbledore, » gronda Voldemort avec hargne. « Tu te trompes complètement, » répliqua Dumbledore. Il s'approchait inexorablement en parlant d'un ton aussi léger que s'ils étaient en train de boire un verre. Harry avait peur en le voyant s'avancer ainsi, sans défense, sans rien pour le protéger. Il avait envie de crier pour l'avertir, mais son gardien sans tête continuait de le pousser contre le mur, déjouant toutes ses tentatives pour le contourner. En vérité, ton incapacité à comprendre qu'il existe des choses bien pires que la mort a toujours constitué ta plus grande faiblesse. Bien évidemment, en provoquant ainsi Voldemort, il était impensable qu'il réponde autrement que par un sortilège de la mort. À la différence que cette fois-ci, Dumbledore est très proche de Voldemort, et le sortilège impardonnable l'aurait bien touché si la statue du centaure ne s'était pas interposée entre eux et ne s'était pas brisée en 1000 morceaux au moment de l'impact. Évidemment, c'était calculé, car cette furtive diversion est là pour laisser l'opportunité à Dumbledore d'attaquer, et la proximité qu'il a choisi de mettre entre Lord Voldemort et sa personne n'est absolument pas un hasard, puisque l'objectif est de neutraliser son adversaire. Dumbledore brandit de fait sa baguette comme un fouet, et une corde enflammée jaillit de cette dernière et s'enroule autour de Lord Voldemort et son bouclier. Mais Voldemort ne se laisse pas si facilement avoir. Il transforme la corde enflammée en serpent, qui le relâche et se retourne vers Dumbledore et se dresse d'un air menaçant, ce qui permet à Voldemort de se volatiliser et laisser Dumbledore en proie au serpent. Bien évidemment, la menace du serpent n'est qu'une diversion, et quelques secondes plus tard, une gerbe de flammes explose juste au-dessus de Dumbledore, et Voldemort apparaît sur le piédestal de la fontaine où se trouvaient les statues. Et là, simultanément au moment où le serpent attaque, le Seigneur des Ténèbres envoie un sortilège de la mort.
Et savez-vous qui sauve Albus Dumbledore cette fois-ci? Eh bien, c'est Fumsec, qui ouvre grand le bec et avale tout entier l'Avada Kedavra avant de se consumer et redevenir un petit être sans défense et sans plume. Ce qui laisse à Dumbledore l'opportunité de faire disparaître le serpent en volute de fumée noire avant qu'il ne puisse planter ses crochets dans sa chair et d'englober Voldemort tout entier avec l'eau du bassin. Si on se doute des intentions de Voldemort de vouloir se mettre sur le piédestal de la fontaine, il faut dire que ce n'était tout de même pas très judicieux. L'eau contenue dans le bassin se transforme en prison. Et pendant plusieurs secondes, Voldemort se débat de toutes ses forces pour sortir de cette dernière car il étouffe, avant de disparaître et de laisser l'eau retomber dans un fracas et inonder le hall. Pour Harry, c'est la fin. Il est persuadé que Voldemort a pris la fuite. Mais pas Dumbledore qui, pour la première fois, laisse transparaître son effroi. Et là, Harry est persuadé qu'il est mort. La douleur au niveau de sa cicatrice est telle qu'elle dépasse toute la douleur qu'on puisse imaginer et que l'on peut supporter. Dites-vous que c'est encore plus douloureux que de se retrouver en proie à un sortilège Doloris. Il ne voit plus rien, ni le hall, ni la statue du sorcier décapité, ni Bellatrix, ni Dumbledore. Et voici ce que l'on dit de sa possession. Il ne voyait plus le hall. Il se trouvait à présent prisonnier des anneaux d'une créature aux yeux rouges, si étroitement serrée autour de lui que Harry n'arrivait plus à distinguer la limite entre son propre corps et celui de la créature. Ils avaient fusionné, unis dans la douleur, sans aucune fuite possible. Lorsque la créature parla, ce fut par la bouche de Harry qui sentit au milieu de sa souffrance ses mâchoires remuer. « Tue-moi maintenant, Dumbledore !» Aveuglé, agonisant, tout son corps suppliant qu'on le délivre, Harry sentit la créature parler à nouveau à travers lui. « Si la mort n'est rien, Dumbledore, tue ce garçon !» « Que la douleur s'arrête, pensa Harry. Qu'il nous tue. Finissons-en, Dumbledore. La mort n'est rien comparé à ça, et je reverrai Sirius. » Tandis que l'émotion submergeait le cœur de Harry, les anneaux de la créature se relâchèrent soudain, et la douleur disparut. Harry était maintenant étendu à plat ventre sur le sol, sans ses lunettes, le corps frissonnant comme si le bois ciré s'était transformé en glace. Il entendit alors des voix résonner dans le hall, plus nombreuses qu'elles n'auraient dû l'être. Et la suite ? Eh bien, vous la connaissez. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous donnera l'envie de lire ou de relire Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je vous invite à partager la vidéo à vos amis sorciers, à la commenter et à lancer votre plus bel expecto patro-like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.